Ce soir, on fait le bilan du pavé du mois de février. C'est un livre de Anne Kang, Par le vent se lève, qui est paru en France chez Decrescenzo Éditeur dans la collection Matin Clair, qui est spécialisée dans la traduction de textes coréens depuis 2012. Il est traduit par Tae Yeun Lee et Geneviève Roux-Faucard, publié en 2010 en Corée du Sud et en 2014 en France. Ce que je vais raconter, je l'ai pris dans un article académique qui est en source ouverte. Il a été écrit par Laurent Kissefy. Il a été écrit en 2015 et le titre de cet article, c'est Autoritarisme civil et militaire en Corée du Sud, 1948-1979. C'était intéressant parce qu'en fait, dans le livre, dans le récit, on sent qu'il y a quand même un contexte qui n'est pas ultra libre. Quand on parle de la génération de la mère de son ami, il y a un contexte sur un peu la répression et le côté dictatorial de la Corée du Sud. On a plus tendance à parler de régime autoritaire pour la Troisième République parce qu'en fait, la personne qui va mettre en œuvre ce régime, c'est une personne qui a pris le pouvoir suite à un coup d'État militaire, qui est un général, donc ça correspond beaucoup plus à ce que nous, on visualise dans la catégorie régime autoritaire. Mais en fait, la Deuxième République et le premier président élu qui est civil, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, l'article compare un peu les deux. Moi, j'ai pris les passages qui concernent les années 60 à 70 parce que j'ai l'impression que c'est cette période-là qui est décrite et qui sert de contexte à l'histoire de la mère de l'amie de la narratrice et du moment où elle est professeure particulière d'un jeune très privilégié dont le père travaille pour les services secrets de police, police politique, quelque chose comme ça, quoi. En 1961, il y a ce coup d'État militaire qui met au pouvoir Park Chung-hee, qui est général à ce moment-là, et qui va justifier cette prise de pouvoir par la violence comme une solution face à l'échec de la Deuxième République qui est corrompue. Effectivement, il y a énormément de corruption à ce moment-là. Et donc, il va mener des réformes forcées avec énormément d'anticommunisme dans le contexte qui est être voisin de la Corée du Nord. C'est ces réformes économiques-là très forcées qui servent de socle à ce que, en Occident, on appelle le miracle économique sud-coréen, et ça donne une image assez ambivalente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette période politique de la Corée du Sud. Et c'est peut-être une raison pour laquelle c'est une période qu'on connaît beaucoup moins bien. Cette dictature militaire, elle se termine en 1987, définitivement, même si Park, lui, il décède assassiné en 1979. Le régime va lui survivre quelques années. Et dans les faits, la Corée du Sud aura de nouveau un président élu et civil en 1993, donc c'est assez récent quand même. Cette période, elle appartient au processus de démocratisation depuis l'indépendance de la Corée, donc en 1948. Première prise de décision, donc la lutte contre la corruption, et de fait, directement, des milliers de fonctionnaires sont suspendus. On estime à peu près à 4000 arrestations de fonctionnaires. Les politiciens vont être interdits d'activité politique et il y a un certain démantèlement des mafias qui effectivement, étaient un rouage de la vie politique, en Corée du Sud et qui, faisait que, il y avait énormément de corruption. Donc apparemment, il y a vraiment un recul des organisations de type mafia, une baisse de la prostitution, ce genre de choses. Ce qui va faire que, auprès de la population, notamment de la population qui est pas vraiment privilégiée, donc dans les campagnes ou dans les, banlieues, qui va avoir une image assez positive. Une police politique va être créée. Alors, sur l'article que j'ai lu, ça s'écrivait KCIA. Il y a d'autres articles qui l'appellent SIAC, CIAK. En gros, c'est une police politique qui crée un nouveau réseau d'agents à l'intérieur comme à l'extérieur. À partir de 1962, la loi martiale va être levée. Il va même y avoir un référendum pour créer officiellement la Troisième République, avec une constitution dans laquelle le président doit être élu au suffrage universel direct. La vie politique reprend son cours, mais ça va rester assez superficiel. Park d'ailleurs dit qu'il va quitter l'armée pour se présenter aux élections.
Les élections sont organisées en octobre, il va être élu, puis il sera réélu plusieurs fois avec notamment, bah, des, changements de la constitution pour lui permettre, d'être réélu une troisième fois alors qu'en fait, techniquement, c'était pas autorisé dans la constitution donc voilà, c'est une république, une démocratie, pas vraiment. On revient du coup progressivement à un système, assez autoritaire, avec un parti très, très, très majoritaire, avec des changements constitutionnels assez, cachés, qui sont pas faits de manière très démocratique, avec un allongement des, phases d'état d'urgence, avec un retour de la loi martiale dans les années 1970, en 1972. La constitution, elle est suspendue, l'Assemblée nationale, elle est dissoute, les partis politiques également, la censure revient. Donc voilà, il y a des phases, où, ça se tend beaucoup plus et où la vie en Corée du Sud devient vraiment, une vie, sous, régime autoritaire. Il va y avoir une nouvelle constitution fin 1972, début 1973 qui, crée ce qu'on appelle une dictature légale et donc en gros qui légalise, le fait que le président en fait, garde le pouvoir, qu'il puisse avoir des, pouvoirs, sur les institutions qui devraient être garantes de la démocratie et ça va nourrir, beaucoup de, résistance, plus que dans les années 60, notamment parce que le contexte économique, est plus difficile. Par exemple, le kilo de riz va augmenter de 60, donc il y a une forte inflation et donc en fait, les personnes qui vont essayer de se révolter, de résister, elles ont pas pour point central des revendications politiques. Elles vont surtout avoir des revendications économiques, trop d'impôts, pas assez de travail, ce genre de choses. La répression, elle va être énorme et justifiée par la menace nord-coréenne. Donc on a plusieurs milliers d'arrestations. En fait, en 1979, Park va être assassiné sur commandement du KCIA, donc de la police politique. Et progressivement, il va y avoir un pluralisme un peu plus ouvert et il va y avoir on va dire une restauration d'une vie un peu plus libre. Mais en fait, la question de la démocratie, elle divise encore beaucoup ces périodes de répression. Elles ont marqué durablement les générations, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, on va le voir dans la vie de l'autrice. L'autrice Han Kang, elle est sud-coréenne, elle est née en 1970, c'est la fille d'un écrivain, elle vient d'un milieu social assez modeste, mais avec un accès à la culture quand même assez favorisé, beaucoup de littérature. Elle grandit à Séoul, elle y est pas née, mais elle y grandit, et elle va vivre, je le dis vis-à-vis de ce livre-là, elle va vivre un événement assez traumatisant quand elle est enfant, parce que sa mère fait alors je sais pas si fausse couche est le bon mot, c'est-à-dire qu'il y a une naissance ultra prématurée. Donc elle a une sœur qui naît extrêmement prématurée, qui naît dans la cuisine et qui ne va pas survivre. Je trouve que l'ambiance du livre rappelle ce genre de traumatisme quand même. En 1993, Anne Kang, elle est diplômée en littérature et elle va commencer par publier avant tout des poèmes et ensuite elle va devenir enseignante, continuer de publier et elle va avoir plusieurs prix dont le dernier et un des plus connus, c'est le prix Nobel qu'elle obtient en 2024 pour, et donc ça c'est sur tous les sites des maisons d'édition, sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Alors, la prose poétique intense, ça c'est assez subjectif, je pense que chacun a ses goûts qui font qu'on dit que c'est poétique ou que ça ne l'est pas. Traumatisme historique et fragilité de la vie humaine, dans ce livre-là, moi je l'ai complètement retrouvé. De manière générale, si on regarde un peu sa bibliographie, elle va souvent écrire des personnages féminins. Ça ne veut pas dire que dans ses récits, il n'y a pas de personnages masculins, mais elle va prendre le point de vue des personnages féminins. Ses personnages principaux sont généralement des personnages féminins. En tant qu'autrice qui parle pas mal de traumatisme historique et de fragilité de la vie humaine, dans les années 2010, elle va être blacklistée par la présidente de la Corée du Sud, qui s'appelle, à ce moment-là, je vais mal le dire, Park Geun-hye, et en fait, c'est une liste pour ne plus bénéficier de subventions. Donc officiellement, cette liste, la présidente, elle a fait, mettre en place
pour que ces artistes-là, jugés trop critiques envers, le gouvernement, n'aient plus l'accès à des subventions et en fait, de fait, ça va mettre en place une, surveillance pour policière. Chaque traduction, elle met la couverture en expliquant, d'où vient le c'est pour quel pays. Et donc, par exemple, donc à gauche, ma photo, c'est, notre, version française de Par le vent se lève. À droite, le grand livre qui est jaune et noir, c'est la version sud-coréenne. Donc je trouve ça intéressant de voir, les choix éditoriaux et c'est vrai que comme on parle pas mal de traduction, le choix de couverture, c'est aussi, bah, fondé sur une culture, sur une représentation qu'on a du lectorat et donc c'est intéressant de voir que d'un pays à l'autre, on peut avoir des choix différents. C'est hyper intéressant les couvertures. Moi, j'avais fait une formation Clara Dupont-Moreau. Elle a écrit, S'adapter. Il a été traduit, et qu'en fait, à chaque fois qu'on change de maison d'édition, on peut refaire, la couverture et donc, par exemple, tous les brochets, rien qu'en France, sans question de traduction, tous les brochets qui passent ensuite en poche, en changeant de maison d'édition, voire juste de collection, on peut changer la couverture et les éditeurs aiment bien le faire parce que c'est du marketing, commercial, hein et donc, à ce moment-là, il y a toujours, l'éditeur qui va proposer, des couvertures, qui peut proposer par exemple, le livre de poche ou folio classique, folio poche. Ils font surtout des propositions de photographies ou d'œuvres préexistantes, mais il y a d'autres éditions où il y a des artistes qui sont rattachés à la collection et qui proposent plusieurs, couvertures. Donc en fait, il y a une discussion entre, l'auteur et l'éditeur pour trouver la bonne couverture. Et quand c'est traduit à l'étranger, cette discussion-là passe par le traducteur. Et Clara Dupont-Moreau, elle racontait qu'elle, elle nous avait montré quelques couvertures et elle nous avait montré notamment la couverture pour la traduction russe, où c'était un espèce de chant avec 2 petits garçons qui se tiennent par la main et qui courent. Et en fait, elle avait été assez choquée et perturbée par cette proposition-là, parce que, elle raconte, la vie d'une personne qui ne peut pas sortir de son lit, qui ne peut pas se déplacer, qui a besoin d'aide, pour tous ses mouvements et cetera. Et du coup, voilà, elle racontait que, bah, entre, est-ce que l'éditeur a vraiment tout lu? Quelles, différences culturelles on a, on porte sur, le sujet, central d'un livre qui là était le handicap. Bah, c'est assez intéressant. Donc du coup, quand j'ai vu que Anne Kang, elle avait son site et qu'elle montrait en gros toutes les couvertures, j'étais intéressée de voir que, bah, nous, notre couverture, elle reprend des couleurs assez éloignées de la couverture originale. J'ai l'impression que dans la couverture originale, il y a un artiste qui a essayé de proposer un visuel sur les œuvres du personnage qu'on appelle l'oncle, alors que nous, il y a un côté crépusculaire, je trouve. Et du coup, nous, on est vachement plus sur terre, alors que la couverture originale, elle est vachement plus axée sur l'art qui représente l'univers, qui est une expression des théories sur l'univers que lit beaucoup l'artiste. Je termine sur les petites réflexions par rapport à la traduction. Moi, j'ai beaucoup aimé la maison d'édition que je ne connaissais pas, et la collection qui est entièrement dédiée à des livres écrits en coréen. Et en fait, ils ont fait le choix, donc il y a 2 traducteurs et ils ont fait le choix de ne pas tout traduire et de laisser un espèce de dictionnaire à la fin du livre pour certains mots qui sont pas traduits et en fait, ces mots-là, font tous référence à la culture coréenne. Donc ça va être des plats, ça va être, des, pièces particulières dans les maisons, ça va être des lieux particuliers, donc des montagnes, ce genre de choses et je trouve ça assez chouette de se dire, comment est-ce qu'ils ont fait leur choix, ce qui vaut la peine d'être traduit, ce qui aurait un équivalent dans la langue française et de ce qui ne peut pas être traduit? Parce que, par exemple, là, il y a des mots qui désignent un bouillon. Ils auraient pu écrire bouillon, on aurait complètement perdu l'aspect coréen du truc, mais on aurait compris de quoi ça parle et ils ont quand même laissé le mot et du coup, ça leur a permis dans
dans la partie dictionnaire de vraiment essayer d'expliquer pour qu'on ait les détails et je trouve que ça donne du coup un accès plus, détaillé et moins peut-être cliché, de ce que nous on voit de la, Corée du Sud. Maintenant, en tant que, lectrice, quelle est la frontière entre la vérité et le mensonge, le présent et les souvenirs qui s'entrechoquent? Lorsque sa meilleure amie, une jeune femme peintre, meurt dans un accident de voiture, Jeong-hee est confronté à un critique d'art qui prétend que la jeune femme se serait suicidée. Jeong-hee ne croit pas à cette conclusion et découvre, au cours d'une enquête parfois dangereuse et digne d'un détective, la fragilité de son amie et la souffrance dans laquelle elle a vécu. Cette recherche nous emmène à travers l'hiver séoulite, dans l'intimité du milieu artistique et le lecteur pénètre par petites touches dans une société à la fois proche et lointaine. Par Le vent se lève est un livre plein de poésie et de tendresse par lequel l'auteur nous dit que le plus important, c'est de vivre. Effectivement, la première phrase de la quatrième de couverture, donc quelle est la frontière entre la vérité et le mensonge, le présent et les souvenirs qui s'entrechoquent, c'est la première chose qu'on va voir en tant que lecteur parce que le livre est un flux de pensées et d'événements continus qui s'entremêlent. Et donc, en fait, on va avoir un récit qui n'est absolument pas linéaire, on fait, beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de pensées, slash des souvenirs. On suit pas vraiment une enquête, c'est vraiment une personne et on reste, dans son point de vue, qui a beaucoup de pensées, qui, qui est beaucoup dans une forme de mélancolie, nostalgie, questionnement sur ce qui s'est vraiment passé et qui va agir, mais en fait, ses actions, vont être entrecoupées de toutes ces, pensées-là et donc dans la mise en page, on a une manière d'écrire, notamment par, l'italique, pour les souvenirs, pour, les pensées. D'ailleurs, la frontière entre, souvenirs et pensées, elle est, assez mince. On ne sait pas quel souvenir elle reforme, elle recrée. Elle-même, à un moment donné, elle se pose cette question de, mais ce souvenir, à quel point je me le suis créé moi-même, et ce dont je me souviens pas, à quel point, c'était pas ça le plus important. Enfin voilà, il y a vraiment tout un questionnement autour de, bah, voilà, son amie. Est-ce qu'elle est, morte d'un accident ou, par suicide? En fait, on a l'impression qu'elle a écrit de différentes manières et qu'ensuite elle a mélangé, les parties. Il y a un côté ultra explicatif pour tout ce qui concerne la physique, on va dire. Il y a un côté, explicatif également pour tout ce qui concerne l'art, la création des tableaux. Il y a un côté beaucoup plus, lyrique, je trouve, dans les, souvenirs, beaucoup plus contemplatif. Il y a un côté ultra factuel dans tout ce qui est, récit des événements du présent. Au final, la question centrale du livre, elle est, assez, classique, c'est: est-ce qu'on peut vraiment connaître quelqu'un? Est-ce qu'on peut aimer et connaître en même temps? Il y a beaucoup d'effets miroirs entre, ce que, vit la narratrice, ses choix de vie à elle et ce qu'elle découvre dans le passé de son amie, qui est décédée. Est-ce que vous arrivez à aimer un récit dans lequel vous ne vous êtes attaché à aucun personnage? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de vous attacher à un personnage pour être embarqué dans un récit? C'était ça ma grande question. Parce que c'est vrai que souvent, les livres qu'on adore, il y a des personnages forts auxquels on s'est beaucoup attaché. J'ai aucune empathie pour aucun personnage, sauf pour ce petit garçon qui bah, se retrouve entouré d'adultes dysfonctionnels et qui sont un peu nombrilistes. Et là, je dis nombriliste en me disant, c'est pas vraiment ça, c'est pas un récit qui raconte l'égoïsme de certains, c'est un récit qui fait que la narratrice s'interroge un peu sur le sens de la vie quand même, sur les choix fondamentaux de son amie qu'elle n'a pas forcément compris et qui du coup fait que chaque personnage tourne autour du sens de son existence. Et du coup, pour cet enfant qui se retrouve là-dedans, ben, ce qu'on voit de sa vie, c'est qu'il est entouré d'adultes
qui vont pas bien, qui cherchent un sens à leur vie. Parce qu'en fait, c'est quand même ça, je trouve, au fond, ils sont tous en mal-être, mais bon, quand même, ils sont tous amenés à un moment donné à des choix. L'autrice, elle leur fait faire ces choix pour nous mettre quand même, nous, lecteurs, pas à l'aise moralement quand même. C'est pas une lecture facile, c'est pas une lecture cocon, c'est une lecture où on n'est pas forcément à l'aise, parce que ça va interroger aussi des trucs en nous. Alors, je suis pas en train de dire: «Tiens, la narratrice est anorexique, aurais-je des problèmes avec l'alimentation?» C'est pas du tout, ce truc miroir, 1er degré. Mais en fait, il y a un côté un peu, philosophique. En fait, le mal-être des personnages, il est tellement profond que ça transparaît dans leur vision de la vie, des événements. Ça leur fait dire des choses que moi j'ai trouvées très belles. Et du coup, là, ça réveille un truc en nous, contemplatif sur, voilà, le sens de la vie, ce qu'on met dans l'amitié, même si on n'est pas à l'aise, c'est il y a un truc qui résonne, quoi. Elle construit son récit par le face à face vraiment d'opposés. Alors c'est vrai qu'il y a un chaos et en même temps, je trouve que c'est hyper structuré quand même. Mais oui, je comprends le fil de toute manière, tu te mets à hauteur de cette femme, sa vie, elle est complètement chaotique. D'ailleurs, il y a un truc qui se ressent vachement, elle a pas de notion de temps. Il y a un chaos du fait du contexte, c'est Séoul l'hiver. Je pense que c'est le livre que j'ai lu qui me fait le plus comprendre c'est quoi avoir froid. Et là, j'ai trouvé que le récit, il était féminin, pas forcément en mode c'est une autrice femme, mais c'est des personnages féminins, c'est leur réalité. Elles vont pas bien. Et dans ce mal-être, il y a quand même beaucoup de patriarcat, il y a beaucoup de VSS en fait. Je trouve que le style assez froid, ça, ça témoigne peut-être aussi d'un côté, bah, quand on vit dans cette réalité-là, on devient froid parce que c'est aussi une manière de survivre. Donc voilà, les personnages masculins, ils sont ultra toxiques. Le psy, ce qu'il va raconter dans la lettre, j'étais trop mal. J'ai dû m'arrêter. Croyez-vous qu'après la mort, l'âme s'en va vers un pays où la souffrance n'existe pas? Sur la foi de cette croyance, on achève un soldat blessé ou un chien qui gémit de douleur. Mais qu'en est-il réellement? Quand, sur le champ de bataille ou à la clinique vétérinaire, nous croyons abréger des souffrances, n'est-ce pas notre propre souffrance devant ce spectacle que nous abrégeons? Votre amie m'a dit qu'elle voulait me tuer. Puis elle a ajouté posément, à voix basse, quand je l'aurai fait, je saurai si c'était par haine ou pour vous aider. Savez-vous que vous vous ressemblez? Non d'après votre apparence physique, ce sont vos yeux qui se ressemblent. Des yeux qui pressentent la vérité, qui préparent une décision, des yeux voilés d'eau et de feu qu'on pourrait reconnaître même au milieu d'une foule. Ce ne sera pas aujourd'hui, m'a-t-elle dit, mais une autre fois. À ce moment-là, je ne voyais rien d'autre que ses yeux qui me transperçaient comme une aiguille de bambou chauffée au rouge, ses yeux embués de larmes qui s'embrasent. Ne vous tuez pas avant, attendez-moi. J'ai obéi. J'ai prié chaque fois que je me réveillais. J'ai prié pour revoir cette femme avant de vieillir davantage, avant d'être encore plus fatiguée et de n'être plus sûre de rien. Il raconte, et les rares moments où il essaye de prendre du recul sur ce qu'il raconte, bah, il se dédouane un peu, quoi. On est vraiment dans le truc, bah, voilà, c'est ça ça donne ça, une société machiste. Donc une femme te plaît et ça devient ta propriété. Et là, littéralement, je me suis dit, tous ces hommes, sauf peut-être l'oncle dont de toute manière, on n'a pas vraiment accès, tous les personnages masculins de ce bouquin, considèrent la femme comme une propriété. Même si c'est pas le sujet central et du coup, ça renforce un petit peu tout ce qui est mal-être et tout ce qui est, bah, je le lis sans être ultra bien dans ma peau et ça renforce ce côté de c'est bien écrit, ouais, c'est intéressant aussi, ça fait un écho, il y a un truc, social aussi dans son récit, voilà. Je recommanderais, mais ouais, pas à tout le monde. À des gens déjà lecteurs de ce type d'ambiance. C'était prenant quand même, malgré les répétitions et tout. On a envie de savoir cette femme, déjà si elle va survivre, parce qu'il faut qu'elle mange
et si elle va, mettre un point final à cette histoire d'amitié, en fait.